Bonjour à tous, je m'appelle Florent, j'ai 38 ans. J'habite à Paris depuis maintenant 15 ans. Je suis originaire d'un village qui, voilà, à 40 km à l'est de Lyon, Bouvet-Skirieux. Voilà pour les présentations. Je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo et que je poste sur YouTube. Donc soyez bienveillants et indulgents. Euh, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me concerne directement. Et ce sujet, c'est là où les maladies auto-immunes. Je suis moi-même atteint d'une maladie auto-immune depuis maintenant 6 ans et demi, une hépatite auto-immune. Et le but voilà, de cette vidéo, c'est un peu de partager mon parcours, et vous donner quelques informations aussi voilà, sur les maladies auto-immunes, etc. Avoir une vue et une petite rétrospective de ce que j'ai vécu. Et ça s'insère dans une démarche un peu empirique. C'est-à-dire que je vais un peu parler de mon expérience, de comment j'ai vécu tout ça pendant 6 ans et demi. Donc une première partie où je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une maladie. Enfin, je vais vous expliquer, voilà, je vais vous donner une définition assez simple d'une maladie auto-immune et quelques informations clés. Une deuxième partie avec comment, ce sera plutôt un peu sur un plan personnel, mais comment vivre avec une maladie auto-immune, quels sont les traitements et qu'est-ce que ça engendre effectivement, qu'est-ce que ça génère au quotidien comme nouvelle chose, on va dire, dans sa vie de malade chronique. Et puis une troisième partie sur ce que j'ai mis moi en place depuis 6 ans et demi et qui ont fonctionné. Voilà, pour se sentir un peu mieux et avoir des bons résultats. Deux choses, cette vidéo, voilà, je la fais un peu spontanément, j'ai pas écrit, voilà, je vous livre un peu tout ça comme ça me vient. Voilà, j'ai fait quand même 3 parties pour structurer un peu les choses, mais on est un peu dans la spontanéité, donc j'ai souvent me répéter, revenir en arrière. Bon, vous allez suivre, on est plutôt dans une conversation un peu informelle là-dessus. Et point très très important, même le plus important de la vidéo, ce qu'il faut retenir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du corps médical, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas aide-soignant, je ne travaille pas dans un hôpital, je ne suis pas non plus pharmacien, je ne suis pas non plus préparateur en pharmacie, voilà. Je tiens à le préciser. Et le point, je pense, le plus important dans cette première partie, dans cette introduction, c'est si vous êtes atteint d'une maladie auto-immune, c'est de bien être suivi. Donc, d'une part par son médecin traitant et par et ou un spécialiste, voilà, de votre maladie. Important, important, important. Et plein de points d'exclamation de partout. On commence tout de suite avec la première partie où on va essayer de voir un peu ce qu'est une maladie auto-immune. Alors, qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Je pense qu'on entend de plus en plus parler. Vous avez, je pense, quelqu'un peut-être autour de vous qui est atteint d'une maladie auto-immune. Pour faire simple, je vous donne une définition voilà, que j'ai lue dans un très bel article que je vous mettrai en description de l'INSERM qui fait un institut sérieux, qui fait vraiment un point très, je trouve très clair. Alors, l'article est un peu long, mais qui fait un point très clair sur les maladies auto-immunes. Alors, une maladie auto-immune, c'est tout simple, c'est, on va dire, une défaillance du système immunitaire. Alors, qui est causée par quoi? Ça, c'est la grande question. Bon, je vous ferai un petit point après éventuellement sur les facteurs de déclenchement d'une maladie auto-immune, mais en gros, une défaillance du système immunitaire qui ne reconnaît plus une partie, un organe ou une partie du corps et qui s'attaque directement à cet organe ou, euh, ou à cette partie du corps. Ça peut être les nerfs, ça peut être un organe précis, mais en gros, votre système immunitaire se retourne contre vous. C'est un peu ça, auto-immune. Vous devenez votre propre ennemi, donc c'est un espèce de truc un peu schizophrénique. Ça touche principalement les femmes. Bon, 80% des sujets atteints d'une maladie auto-immune sont des femmes et des enfants. On recense à peu près aujourd'hui 80 maladies auto-immunes. Et ça touche environ, dans le monde, environ 6 à 8% de personnes. Donc ce qui fait environ 300 millions de personnes. On entend de plus en plus parler parce que voilà, vous avez aussi pas mal, je pense, de stars un peu internationales qui sont atteintes de maladies auto-immunes. Je pense par exemple à Selena Gomez qui est atteinte d'un lupus. Lady Gaga aussi, qui a, je crois, une fibromyalgie qu'on considère, je n'ai pas envie de dire de bêtises, comme une maladie auto-immune.
Mais des maladies auto-immunes, vous en connaissez, par exemple, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, et en l'occurrence, ça attaque le pancréas. Moi, c'est le foie, donc on est sur une hépatite auto-immune, tout simplement. Vous avez aussi la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune. Vous avez la maladie de Crohn, qui est une maladie auto-immune, la rectocolite hémorragique, tout ça, ce sont des maladies auto-immunes. Donc voilà. Quels sont, je dirais, les facteurs pourquoi on déclenche une maladie auto-immune? Bah, il n'y a pas vraiment. Alors, il y a ce qu'on appelle des facteurs endogènes et exogènes, mais en gros, il y a un facteur peut-être génétique qui fait qu'on déclare une maladie auto-immune à un moment. Souvent, c'est déclenché par un fort taux de stress. Et puis, alors, il y a aussi des facteurs environnementaux, éventuellement la pollution. Enfin, voilà, on est en train de faire il y a pas mal d'études qui sont en train d'être menées, parce que ça commence à devenir un problème, enfin, ça commence à être assez récurrent. Il y a quand même pas mal de plus en plus de gens qui sont atteints par cette maladie. Alors, moi, si je fais le ratio de prévalence, voilà, sur ma maladie, sur l'hépatite auto-immune, ça touche entre 0,5 et une personne sur 100 000. Et ça touche essentiellement des femmes. Voilà, bingo, je pense que j'aurais dû jouer à la loterie ce jour-là. On est sur quand même, j'ai pas de chance, je suis l'exception qui confirme la règle peut-être. Mais voilà, mais on en parle de plus en plus. Il y a aussi des études qui sont aussi menées sur ce fameux microbiote intestinal, on en parle de plus en plus, le deuxième cerveau, où on est sur voilà, vraiment un système en fait microbiotique où il y a des mille milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins et qui euh, il faut essayer de pas trop perturber le déséquilibre ce microbiote. On est en train de s'en rendre compte. Et que souvent, l'émergence de maladies auto-immunes est concomitante avec effectivement une perturbation de ce microbiote. J'en parlerai peut-être dans la partie 3 sur tout ce qui, voilà, éviter d'inflammer trop ce microbiote et son corps en général. Mais le stress, la perturbation de son microbiote intestinal, c'est quand même des bonnes pistes. C'est quand même des bonnes pistes. Voilà, je vous parlerai après dans la partie suivante, là justement, comment vivre avec une maladie auto-immune, les analyses, les traitements, et ce sera plutôt une partie un peu plus personnelle, voilà, sur comment moi j'ai cheminé, comment ça s'est passé pour moi. À tout de suite. Alors, vivre avec une maladie auto-immune, je vais peut-être parler peut-être sur un plan plus personnel, c'est-à-dire comment on m'a diagnostiqué ma maladie auto-immune. J'ai pas eu de symptômes, en fait, moi, pour ma maladie auto-immune. J'ai pas eu de signes avant-coureurs sur des douleurs assez aiguës, etc. J'ai juste fait une analyse de sang, fortuitement. Je revenais d'un voyage en Thaïlande. J'étais un peu fatigué et puis ma collègue me dit ah, tu devrais faire un check-up sanguin, chose que je n'avais jamais faite. Ça, ce serait pas mal, voilà. Ce que je vous recommande de faire éventuellement une fois, je sais pas, tous les 3 ans, à titre préventif, ça peut toujours être intéressant. Et donc je fais ce check-up sanguin. Merci Aura pour le conseil, ma collègue. Je reçois mes résultats, j'ai cherché mes résultats et je regarde rapidement et j'avais plusieurs pages et je vois pas en fait que sur ce qu'on appelle les transaminases hépatiques, il y avait des taux enfin, très très élevés. J'étais vraiment au-dessus de la fourchette et c'était, voilà, pour faire simple, il fallait avoir entre je crois 10 et 50 et j'avais 288 et 515, un truc comme ça. Et je m'en rends pas compte. Donc je prends rendez-vous de nouveau avec ma médecin traitant pour faire un point sur cette analyse de sang. Important, je vous le conseille. Il est toujours bien d'analyser une analyse de sang de laboratoire avec votre médecin. Ne le faites pas seul. Enfin, vous allez commencer à trouver des trucs. Parce que vous savez, hein, ce qui est pas, vous voyez très bien ce qui n'est pas dans la norme. Et donc vous allez rechercher des trucs sur Internet, ça va être la catastrophe, vous allez stresser, paniquer. Si les gens, notamment les médecins, ont fait 9 voire 15 ans, 10 ans d'études, c'est pas pour rien. C'est que voilà, c'est costaud et donc eux, ça va interpréter une analyse de sang et pas mal de choses. Petite parenthèse, parenthèse fermée. Donc elle me dit, bon, vous souffrez d'une inflammation du foie, une hépatite donc on va rechercher, voilà, si c'est quelque chose de viral. Donc j'ai fait les tests de l'hépatite A, B, C, D, E, je crois qu'il y a la G aussi. Tout ça était négatif. Je me suis aussi rendu compte que mon vaccin, enfin j'ai été vacciné avant la Thaïlande pour l'hépatite A, et j'avais pas d'anticorps, donc mon vaccin n'a pas fonctionné. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est peut-être pas... c'est peut-être ça qui a déclenché le truc. Enfin bref. En gros, on a fait ensuite des examens complémentaires. J'ai fait plein de tests.
notamment des tests d'auto-anticorps qui sont typiques en fait des maladies auto-immunes. Et là, banco, voilà. Euh, je crois qu'il fallait avoir en dessous un seuil en dessous de 100, j'avais plus de 1000. Donc ma médecin me dit, bon, je vous conseille cet hépatologue et je suis allé voir donc, cet hépatologue et il m'a confirmé effectivement que c'était bien une maladie auto-immune, une hépatite auto-immune et que on allait commencer le traitement. Donc ça c'était en juillet 2014. J'ai fait mes analyses en avril 2014. Juillet 2014, je vois mon hépatologue, il me prescrit... j'étais avec ma maman parce que j'étais un peu stressé. Elle était venue, elle était montée à Paris, ma maman qui est infirmière. Bonjour maman, et mon papa aussi. Ça m'a fait du bien d'être entouré, hein, parce que sinon c'est un peu quand même un peu le choc. Vous vous dites, ouais, ça... En fait, vous vous dites, j'ai pas de symptômes, je suis pas malade. C'est mon cas. Petite parenthèse pour les gens qui ont une hépatite auto-immune. En général, les symptômes, c'est costaud. C'est-à-dire que quand vous avez une hépatite, en général, vous le savez, vous avez déjà ce qu'on appelle un prurite, vous vous grattez beaucoup. Vous avez les yeux jaunes et vous avez un teint un peu gris, donc ce qu'on appelle un ictère, ou ce que vous connaissez peut-être tous, une jaunisse, crise de foie. Donc ça, c'est des symptômes quand même assez visibles. Vous avez très mal à l'estomac aussi, qui permettent de dire que vous avez une inflammation du foie et que c'est pas génial. Voilà, puis pour d'autres maladies auto-immunes, vous avez aussi d'autres symptômes, mais quelquefois qui sont un peu plus, je dirais, communs. Je minimise pas, voilà, les symptômes d'autres maladies auto-immunes, mais quelquefois, moi j'ai pas mal d'amis qui ont eu cette espèce d'errance médicale à chercher, enfin voilà, on les croyait plus quoi. C'est-à-dire ils avaient mal au ventre en permanence, des diarrhées, des constipations, c'était compliqué. Et puis il faut aller voir plusieurs spécialistes, plusieurs médecins, et à la fin on les prend un peu pour défaut. On leur dit bon, faut arrêter. C'était un peu hypocondriaque sur les bords. Et puis au bout d'un moment, on leur dit bah non, mais en fait effectivement vous avez une maladie de Crohn. Pour venir à mon histoire, voilà, le choc de l'annonce, enfin, je prends ça. Ok, je vais prendre des médicaments, mais je me dis pas que ça va être à vie. Je me dis pas que je suis malade, je me dis pas que je suis malade chronique. Donc ça, je le réalise pas tout de suite. On me prescrit donc ce qu'on prescrit en général pour la majorité des cas dans les maladies auto-immunes, c'est une bithérapie, donc une corticothérapie, donc avec de la cortisone pour désinflammer un peu le corps. Et j'ai eu aussi ce traitement de fond qui est un immunosuppresseur, donc comme son nom l'indique, qui baisse, qui supprime pas, hein, mais qui baisse les défenses immunitaires. Donc j'ai eu de l'Immurel. Et donc vous êtes après suivi, j'étais suivi tous les mois avec des analyses de sang. Donc je suis bien content aussi d'habiter à Paris, j'ai été chanceux là-dessus. Parce que j'ai été rapidement pris en charge et on a très vite le diagnostic et que j'ai pu consulter des spécialistes assez rapidement. Donc je pense que si j'étais encore dans mon petit village, ça aurait été un peu plus, pas compliqué, mais un peu plus long. Après, on a un système de santé quand même très performant en France, faut pas l'oublier. Parenthèse fermée. En tout cas, j'ai été rapidement diagnostiqué, donc cortisone, Immurel, enfin immunosuppresseur, et vous êtes suivi tous les mois. Parce que l'Immurel peut avoir aussi des effets secondaires un peu délétères, c'est-à-dire une suppression totale de vos défenses immunitaires, et c'est pas qu'on recherche. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis, par exemple, à risque pour la Covid, parce que je suis immunodéprimé, enfin j'ai des défenses immunitaires un peu basses. Je vous avoue que je prends ce traitement depuis 6 ans et demi. Je ne l'ai pas arrêté. Enfin, si, je l'ai arrêté, je vais vous expliquer après, mais. Et je ne suis pas non plus enfin, tombé malade tous les mois, j'ai pas eu des grippes, etc. J'ai pas attrapé la Covid, alors que j'ai côtoyé des gens qui l'avaient eu au début, avant le premier confinement, donc voilà. Je suis pas tombé, je pense que je suis assez chanceux là-dessus, et je pense que j'ai un système immunitaire un peu costaud, peut-être trop costaud, parce qu'il me fait un peu du mal. Donc voilà, cortisone, Immurel. Alors après, vous avez aussi des comprimés et des traitements qui permettent d'atténuer aussi les effets secondaires de la cortisone, parce que c'est jamais très bon d'en prendre sur le long terme et à haute dose. Vous en prenez un petit peu à haute dose au début. Je me rappelle plus des dosages que j'avais, mais moi, ça m'a créé des espèces d'éruptions cutanées. J'avais des boutons un peu partout. J'avais l'impression d'avoir de nouveau 14-15 ans. Et ensuite, ça part, ça passe. J'avais aussi un traitement à base de potassium, je crois, parce ça peut créer aussi une petite carence en potassium. Il y a un petit souci avec la cortisone à long terme sur, je dirais, les os. Ça peut créer un peu d'ostéoporose, etc. Donc j'ai arrêté la cortisone au bout de 6 mois, j'ai continué l'Immurel, et au bout d'un an, j'ai fait une rechute. C'est-à-dire que malgré l'Immurel, ça marchait bien, je faisais mes analyses de sang tous les mois,
J'ai eu des analyses, mes analyses sont remontées. On surveillait surtout mes transaminases hépatiques et c'est remonté. Et donc, mon médecin m'a dit, bah, vous faites, je pense, un syndrome de chevauchement. Donc, vous avez un problème d'évacuation de la bile dans votre foie, ce qu'on appelle une cholestase, coller la bile en grec. Et stase, voilà, ça reste, ça stagne. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle, il a réagi très vite, ma médecin traitant, voilà, était au courant aussi, et j'ai eu ce qu'on appelle des sels biliaires, ou de, attention, accrochez-vous, de l'acide urso-désoxycholique. Et ça, voilà, je le prends depuis 2015, juin 2015. J'ai arrêté la cortisone, mais j'ai eu ce traitement d'acide ursodeoxycholique. Je prends 1 gramme par jour, 4 comprimés. Ça, je ne l'ai pas arrêté. Donc depuis 2014, on va dire 2015, je prends de l'Imurel et de l'acide ursodesoxycholique. Après, souvent, dans les maladies auto-immunes, vous faites des cures. En fait, vous faites cortisone et Imurel, enfin immunosuppresseur, pardon. Pas que l'Imurel, l'Imurel c'est une marque d'un médicament, mais immunosuppresseur cortisone, et ensuite voilà, vous arrêtez, les analyses sont bonnes, et voilà, et vous vivez sans, en attendant une éventuelle rechute. Dans mon cas, sur les hépatites auto-immunes, il y a 80% de chances de faire une rechute. Euh, et moi, on a essayé en 2019, donc vous voyez, en attendant que tout ça se stabilise, etc. J'ai fait une biopsie hépatique en février, donc on m'a pris une petite carotte dans mon foie, donc j'ai eu une analyse. J'étais à la petite salpêtrière, j'ai eu une analyse, une anesthésie locale, pardon, et on a fait voilà, j'ai eu une grosse piqûre qui est rentrée directement paf dans mon foie, et on a fait on a pris une petite carotte pour analyser mon foie et comment il était. Et j'ai aussi ensuite eu une IRM des voies biliaires. Euh, Bon, c'est pas des parties de plaisir, c'est pas rigolo. Et donc, suite à ces résultats et voir si tout allait bien, ça allait. C'était plutôt positif. On voit qu'il y a une activité hépatique et que mon foie prend cher, hein. Il y a déjà ce qu'on appelle des plaques de fibrose. C'est-à-dire que le foie est un petit peu dur et on voit qu'il est attaqué, donc il est abîmé, quoi, on va dire. Et après la fibrose, il y a le stade de la cirrhose. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Je fais un point vraiment sur mon cas un peu perso, mais c'est surtout pour les gens qui ont une hépatite auto-immune. Vous n'êtes pas obligé de faire une biopsie hépatique. Maintenant, il existe des examens comme le Fibromax qui permet de voir l'état de votre foie euh, via une prise de sang. Mais c'est toujours plus précis avec une ponction. Mais ça vous donne ce qu'on appelle un métavir. Donc, il y a deux données. C'est le taux d'activité dans votre foie, la lettre A, ça va de 1 à 3. 3, c'est le niveau maximal, voire je crois que c'est 4. Et F, c'est le taux de fibrose. Encore une fois, je ne suis pas médecin, hein. C'est ce que je. Voilà. Mais ça m'a permis d'avoir un métavir. Et donc, au début de j'avais eu un fibromax, j'avais une prise de sang. Et j'avais une activité hépatique de 3 sur 4. Et une fibrose qui était à 1 sur 3 ou 4, je ne sais plus. Et après la ponction au bout de 6 ans, j'étais à A1, F1, ce qui est plutôt bien. Mais mon foie se fibrose quand même. Bref, parenthèse fermée de nouveau pour l'hépatite auto-immune. Mais donc oui, après tous ces résultats encourageants, après l'IRM, après la ponction, on a décidé de diminuer l'Imurel, euh, le fameux immunosuppresseur. Donc on est allé par palier. On a divisé par 2 la dose et aujourd'hui je suis à un comprimé au lieu de 4. Donc je suis à 50 mg au lieu de 200 mg par jour. Je prends toujours les acides biliaires, les sels biliaires, l'acide ursodesoxycholique. Mais c'est plutôt encourageant. Donc voilà. Mais ça fait 6 ans et demi quand même que voilà, je fais des analyses de sang. Alors je fais plus des analyses de sang mensuelles, je fais des analyses de sang trimestrielles. Mais voilà, ça veut dire qu'à vie, et ça c'est dur à digérer et à prendre sur soi et à se le dire et voilà. Il y a des moments, voilà, ça va, des moments, surtout pendant ces phases de confinement où vous regardez un petit peu le nombril et puis voilà, vous êtes aussi stigmatisé parce que vous êtes une population qui fait partie de population à risque. Donc ça vous remet une petite couche en vous disant, ouais, ok, donc en fait, oui, c'est vrai, je suis malade chronique, je suis immunodéprimé, donc voilà, c'est jamais bon. Alors que voilà, j'ai pas de symptômes, je souffre pas et je suis super chanceux. Mais il y a ce côté-là un peu schizophrénique, c'est-à-dire que, ou paradoxal, je sais pas, vous
Vous avez l'air en bonne santé. À l'intérieur, c'est comme le bordel dans votre corps, hein, mais vous prenez quand même des cachets tous les jours. Après, voilà, il y a cette routine de prendre des cachets, de faire des analyses. Moi, je vous donne des petits trucs, hein. Je me suis acheté un pilulier. Ça fait un truc c'est un truc un peu de vieux, mais j'ai mon petit semainier avec. C'est ma maman qui me l'a acheté. M'a acheté un truc un peu fun, voilà. Mais j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et je mets mes petits comprimés dedans. Je suis assez régulier dans la prise de mon traitement. J'ai rarement oublié de prendre mon traitement. Je crois que en 6 ans et demi, j'ai dû. Allez, j'ai peut-être oublié sur 10 jours, j'ai pas oublié de le prendre. Des fois, j'oublie. Ça arrive. Quand vous sortez un peu de votre habitude et votre routine, si vous êtes en vacances, vous dites ah, j'ai pas pris mon traitement. Mais du coup, ça demande un peu d'organisation. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez avoir vos traitements pour le mois et donc avoir votre ordonnance, vos analyses de sang, etc. Faire vos analyses de sang tous les mois, tous les trimestres. Ouais, c'est chiant. Oui, mais l'avantage que l'on a, c'est qu'on habite en France. Enfin, j'ai la chance d'habiter en France. Et c'est, voilà, on a une bonne couverture. J'avance pas de frais, pratiquement pas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, vivre avec sa maladie auto-immune, c'est ça, c'est prendre un traitement tous les jours, se dire qu'on est malade chronique, et puis faire ses analyses de sang, et puis surtout, j'insiste là-dessus, bien s'entourer. C'est-à-dire avoir un médecin traitant en qui vous avez confiance, qui vous suit depuis, voilà, c'est bien voilà, d'avoir quelqu'un qui vous suit depuis très longtemps, et d'avoir aussi un spécialiste en parallèle qui connaît bien votre maladie. Alors c'est pas forcément simple quand vous habitez loin de grandes métropoles. Voilà, ah bon, c'est pas une super partie hein, dans cette vidéo, c'est pas la joie, mais voilà, j'arrive avec la partie 3 juste après là pour vous donner quelques petits trucs, quelques petits tips. Vous allez voir, faut essayer, voilà, on va essayer d'avancer de manière un peu plus positive. À tout de suite. Alors la partie un peu plus positive de cette vidéo, la dernière partie, voilà, ce que j'ai pu mettre moi en place pendant à peu près 6 ans et demi, une fois, on va dire, le diagnostic posé de ma maladie en juillet 2014. Alors, premièrement, tout ce que j'ai entrepris et tout ce que j'ai mis en place, je l'ai fait je dirais en collaboration et j'ai bien tenu au courant, en fait, d'une part ma médecin traitante et surtout mon hépatologue. Donc j'ai mis en place pas mal de choses, j'ai essayé pas mal de choses. Donc, on va essayer de voir, en faire un point sur voilà, deux aspects effectivement de ma vie que j'ai pu un peu changer radicalement. Alors pas radicalement justement, ça s'est fait petit à petit. Il y a tout d'abord sur un plan, je dirais, nutritionnel avec beaucoup de guillemets. Enfin, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation déjà? Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé dans mon rythme de vie? Qu'est-ce que j'ai pu explorer? Qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. D'une part sur un plan physique, sur un plan psychologique aussi. J'ai testé aussi, je vous ferai un point aussi rapidement sur le plan psychologique. Encore une fois, je fais part de mon expérience. C'est pas quelque chose parce que ça a marché sur moi que ça va marcher sur vous, que ça marchera sur vous. Le but étant de vous donner deux, trois petits trucs et tips, des choses qui ont fonctionné pour moi. Voilà, j'en suis aujourd'hui à 6 ans et demi 6 ans et demi de traitement avec des taux plutôt corrects, même si je suis encore sous traitement. Voilà, je vis bien, je n'ai pas d'effets secondaires au niveau de mes traitements, je n'ai pas de souffrance, j'ai pas de douleur, etc. Donc c'est plutôt chouette. Comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec la partie peut-être nutritionnelle, entre guillemets, je suis pas non plus nutritionniste, mais ce que ma médecin traitant m'a dit dès le départ, c'est qu'il faut éviter un maximum d'aliments ou de boissons inflammatoires, c'est-à-dire qui vont inflammer et qui vont, je dirais, déséquilibrer l'acido-basique de notre corps, le rendre plus acide ou plus basique. On a plus tendance voilà, à la rendre, à basculer du côté acide que du côté basique. Donc voilà, j'ai entrepris pas mal de choses en 6 ans et demi. Alors, juste point important, ne vous mettez pas la pression. Essayez, bon, en tout cas ça a marché pour moi.
de mettre des choses en place de manière y aller petit à petit, par palier. Ça sert à rien de mettre en place 50 choses sur une première semaine. Vous risquerez, alors peut-être que vous allez y arriver, tant mieux pour vous, hein, mais le but étant d'intégrer en fait des choses petit à petit pour que ça devienne une routine et une habitude. Il faut que ce soit quelque chose qui soit assimilé et dilué petit à petit dans votre quotidien, que vous vous en rendiez même plus compte. Première chose que j'ai faite dans un premier temps, c'est modifier un peu mon alimentation et aussi les boissons. C'est-à-dire que j'ai commencé dans un premier temps à arrêter des choses un peu inflammatoires sur un plan aliment, comme par exemple, j'évitais de manger des plats trop salés, trop gras. J'ai évité tout ce qui était lactose dans un premier temps. De toute façon, tout ce qui était crème, lait, etc. et beurre, ça a créé. Il y avait un effet un peu délétère au niveau de mon intestin parce que c'était combiné avec le deuxième traitement dont je vous ai parlé, les sels biliaires. Et ça crée automatiquement ce qu'on appelle une chasse biliaire. Donc voilà, je partais directement aux toilettes au bout d'une demi-heure après avoir ingéré du beurre cuit, par exemple, c'était la catastrophe, avec des aliments pas digérés, des sels très liquides, horrible. Donc ça, je pas que j'en consomme plus, mais j'en consomme moins. Je consomme plus de lait, je consomme plutôt du lait d'amande, de coco, etc. J'ai aussi évité, en parlant de boisson, je bois moins de café. Je suis un peu accro au café, j'adore ça. J'adore l'odeur du café, j'aime bien le café. J'en bois beaucoup, j'en buvais beaucoup un peu moins depuis que je suis en télétravail, mais quand j'étais sur mon lieu de travail, j'avais de très bonnes machines à café avec des vrais grains et tout ça, tout ça. Alors ça sentait bon. Donc je buvais entre 6 et 7 tasses par jour, ce qui est beaucoup trop. Le café, c'est très acide. C'est aussi un excitant, c'est un espèce de booster d'ego. Je prends un café, j'irai mieux. Voilà, on sent plus notre fatigue. Donc j'ai limité en fait ma consommation de café à une tasse par jour. Ça a été difficile, mais j'ai diminué petit à petit par palier. Je bois pas de thé, donc c'est pas un truc le thé noir qui est aussi un excitant, j'en bois moins. Enfin moi j'en bois pas du tout, j'en buvais pas du tout. Par contre j'ai remplacé le café par voilà, une tasse de thé vert. Je suis pas très thé, tisane, voilà, ou chaude, je sais pas, je trouve que ça a tout le même goût, je trouve que ça a un goût de champignon. Bref, c'est mon intime conviction. Mais j'ai commencé à prendre du thé vert parce que le thé vert a des super bonnes vertus. Donc je prends du thé vert bio, mais je suis pas super fan. Ça n'a pas vraiment de goût, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je le booste avec des aliments que j'ai pris voilà, dans différents régimes, toujours avec en préconseil de ma médecin traitant. Donc je pimpe mon thé vert. Je prends du thé vert avec un peu de feuilles menthe, des feuilles, pardon, des feuilles de menthe séchées, bio, si possible. Je me mets du gingembre frais, je mets du citron frais et je me mets un peu de cannelle et voilà, et un peu de miel français, artisanal et pas du miel importé de Chine, faites attention. Donc du bon miel, je vous conseille voilà, tu prends du bon miel, faire du bien quoi. En gros, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps quoi. J'entends ce que vous buvez, ce que vous mangez. Oui, ça vaut aussi pour tout. Donc voilà, au niveau boisson, voilà ma routine. Je me fais un bon thé vert avec plein de. Le gingembre, c'est très bon. Voilà, c'est un boostant. C'est bon pour le système immunitaire. Même s'il faut essayer un petit peu de le calmer dans notre cas. Le citron aussi, ça rééquilibre l'acido basique dans notre corps. La cannelle aussi, ça a un effet un peu. Voilà, j'essaie de me faire plaisir avec des plantes, si possible bio. En termes je vous ai dit, je bois plus trop de lait, j'ai limité le café, mon petit thé vert pimpé là, le pain, le gluten, voilà, gros sujet, ouais, sans gluten, tout ça. Je suis pas sans gluten, non, pas du tout. J'ai pas de problème en fait avec le gluten, je suis pas intolérant au gluten, donc quand j'ai envie de manger du pain et qu'il me fait envie, j'en mange. Mais pareil, j'ai diminué. Avant, j'achetais une baguette tous les jours, j'en achète plus. Et ça a pris du temps. J'ai remplacé par d'autres choses. Des galettes. Mais si j'ai envie de manger une brioche et un petit peu au chocolat quand je suis en vacances ou le matin ou qu'il n'y a que ça, je mange ça. C'est pas grave. C'est pas une brioche qui va créer une inflammation horrible dans mon corps. Je parle pour moi. Peut-être que pour vous, ce sera peut-être le cas. Je sais pas si vous êtes atteint d'une maladie de cœliaque, ça peut être très vite être l'horreur. Mais vous voyez ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas et voilà, ce qu'il faut éviter. Peut-être que vous devriez éviter complètement le gluten. Bah voilà, il faudrait éviter le gluten. C'est comme ça. Moi, je devais éviter complètement l'alcool. Hépatite auto-immune oblige. J'ai pas bu pendant 1 an et demi.
Ça a été assez violent, parce que je buvais bien. J'avais une consommation d'alcool digne d'un Français, on va dire. J'étais pas alcoolique, hein, mais je buvais pas mal. J'aime bien le vin, j'aime bien la bière, j'aime bien les cocktails, etc. Donc je buvais pas mal. J'ai limite pendant un an et demi, j'ai arrêté. Bon, allez, un an, un an. Donc pendant les soirées, c'était un peu compliqué. Il est possible de boire autre chose et de trouver des moyens, hein. J'ai trouvé des boissons sans alcool top. Je suis un collab sur les bières sans alcool. J'ai aussi beaucoup côtoyé de femmes enceintes, hein, dans ces soirées qui ont été mes meilleures amies. Et on a partagé beaucoup de bières sans alcool. Il est possible de s'amuser sans alcool, hein, c'est possible. C'est juste qu'on a besoin pour se désinhiber quelquefois d'un peu d'alcool, etc. Ça peut faire du bien. Et on pense tout de suite que sans alcool, la fête est moins folle. Mais je vais pas prendre un fameux slogan publicitaire, mais ça peut l'être. Il faut juste trouver sa bonne boisson qui va bien, qui se fait. On peut se faire aussi un bon mocktail, un cocktail sans alcool. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être aussi festif. Et souvent, il y a souvent la question, ah, tu bois pas d'alcool, pourquoi? C'est ça, en fait. Et du coup, ça vous ramène à votre maladie, ça vous stigmatise. Non, vous pouvez faire comme si, vous n'êtes pas obligé de parler de votre vie, etc. Faites comme vous voulez, mais moi, c'était ça dont j'avais peur. De rencontrer des gens un peu que je ne connaissais pas et qui me disent, mais pourquoi tu bois ça? Tu bois pas d'alcool? T'as un problème? Je suis pas une fille, donc je peux pas être enceinte. Je suis pas une femme, donc c'est vrai que dire que je suis enceinte ou que... Et puis après, voilà, c'est fait partie aussi de l'acceptation de sa maladie, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc l'alcool, j'ai limité aussi. Je ne dis pas que j'ai arrêté, mais si j'ai envie de fêter quelque chose avec un bon verre de champagne, je m'en prive pas. Donc voilà pour les boissons. Pour le gluten, voilà. Autre point aussi, je limite aussi la consommation. Ma médecin m'a dit effectivement de viande rouge, c'est pas terrible. Viande rouge, plat cuisiné, tout préparé, ça c'est pas top. Mais viande rouge, je suis pas très viandard, hein. J'aime pas trop la viande rouge. Je sais pas, je fais un petit rejet. Je suis pas du tout non plus vegan. Bon, je suis plutôt flexitarien. Je mange un peu de viande, notamment de la viande blanche. Voilà, que je choisis bien et que je prends plutôt bio. Voilà, du poulet, du veau, etc. Mais j'en mange pas tous les jours, loin de là. Vraiment, vraiment loin de là. Voilà, mon apport protéinique, je le fais avec des légumineuses comme des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches, avec des féculents comme du riz blanc ou du riz complet. Je me suis mis à cuisiner aussi. Ça, c'est un point aussi important, c'est chouette. Il y a un côté aussi où vous pensez à rien. C'est un peu comme le sport cuisiner. Vous pensez juste à comment vous allez cuisiner vos légumes, comment vous allez vous faire du bien. C'est plutôt chouette. Donc il y a un retour aussi à se faire du bien. Parce que voilà, une maladie auto-immune où vous faites vous-même du mal. Et là, il y a un côté aussi où peut-être que c'est un effet psychologique en se disant bah, je vais me faire un bon repas, je vais prendre du temps à cuisiner. Ça va être chouette. Donc beaucoup de fibres, beaucoup de légumes bio, beaucoup de fruits, de saison si possible. Et évidemment, je viens de le dire bio. J'ai essayé aussi, voilà, après je me suis renseigné sur plusieurs huiles, huile d'olive, huile de colza. Je consomme aussi des graines. Ça fait un peu cliché le bobo qui mange des graines, mais il y a des choses qui sont pas mal. Privilégier les oléagineux et tout, c'est voilà, les noix, etc. C'est plutôt bon. Et puis moi j'aime bien ça en fait. C'est-à-dire que vous découvrez aussi de nouveaux goûts. Si j'ai envie de me faire une pizza, une raclette, il n'y a pas de souci. Je me fais une pizza, une raclette. Et dans mon cas, ça fonctionne et j'ai pas de problème de santé derrière non plus. Enfin, voilà, je suis aussi assez chanceux là-dessus. Voilà, vous voyez ce qui vous convient. Donc voilà, mais ça paraît des trucs et des tips un peu, un peu simples, mais ça passe aussi par là, quoi. Et on mange tous les jours, donc c'est important. Autre point sur tout ce qui est, je dirais, médecine alternative, tout ça en concertation aussi avec ma médecin. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé donc avec elle l'acupuncture parce qu'elle est acupunctrice, ça marche bien. Essayé aussi la méditation. Donc j'ai fait des stages de yoga aussi et des cours de yoga où j'ai surtout appris à respirer correctement. On respire en général beaucoup trop vite et pas assez lentement. Donc en faisant voilà, ces stages, j'ai appris aussi la respiration. Ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'aspect un peu plus méditatif et faire la méditation où j'ai regardé des vidéos sur YouTube, il y en a plein. J'ai appris surtout à respirer avec la cohérence cardiaque. Ça, je vous conseille de découvrir ça, la cohérence cardiaque. Vous avez des vidéos aussi sur YouTube. C'est simplement respirer en suivant en fait le cheminement d'une sphère qui monte et qui descend. Ça permet de calmer un petit peu, vous calmer, effectivement, de moins de stresser et de tout de suite d'atteindre en fait un état de, je dirais,
de calme assez rapidement. Donc cohérence cardiaque, méditation, acupuncture, ça marche bien et c'est vraiment intégré à ma vie aujourd'hui. Et la méditation, j'en fais tous les jours. Et j'arrive à atteindre un état méditatif assez rapidement aujourd'hui. Parce que ça fait 6 ans et demi que j'en fais et que voilà, c'est de la persévérance et que c'est devenu quelque chose de quotidien. Et ça marche plutôt bien, même là, dans les situations un peu stressantes. Pouf, pouf, respiration. C'est respirer profondément, bloquer, expirer par la bouche, inspirer par le nez, bloquer, expirer par la bouche, gonfler son ventre. Très bête. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous regarderez. Donc ça marche bien. J'ai essayé après plein mal de choses. Je suis allé voir des magnétiseurs, j'en ai vu 3. Bon, bah ça m'a permis d'évacuer un peu. Là, je parle plutôt voilà, sur la gestion du stress, d'évacuer un peu mon stress. Mais il fallait plutôt une pratique, on va dire, sur le long terme. J'avais toujours une boule là au niveau du plexus solaire, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le fait de limiter aussi le café, parce qu'il y a un effet aussi un peu inflammatoire au niveau de l'estomac. Et puis de respirer régulièrement. J'ai fait des séances de Reiki avec un très bon praticien, pardon. Ça m'a fait du bien aussi. J'ai fait de l'hypnose, des séances d'hypnose, des séances de sophrologie. Pareil, ça m'a fait aussi du bien. Ça m'a, je pense, apporté des choses. Je fais plus ça aujourd'hui au quotidien, mais ça m'a fait du bien. Essayez. Ça fait pas de mal. Demandez toujours conseil à votre médecin. Mais voilà, j'ai vu une praticienne en médecine ayurvédique qui m'a conseillé un petit peu des choses sur mon quotidien. Elle m'a fait un espèce de bilan complet, une espèce de bilan complet sur ce qui était plutôt inflammatoire, ce qu'il fallait que j'évite, des postures de yoga à faire, effectivement. Voilà, j'ai soumis tout ça à ma médecin traitant, qui a validé un peu les choses, qui est un peu aussi dans cette mouvance-là. Puis après, voilà, j'ai aussi, pour digérer les choses sur un plan psychologique, j'ai vu plusieurs praticiens, plusieurs disciplines de la psychologie. J'ai vu une psychothérapeute, tout ça n'a pas du tout marché avec moi, c'est pas du tout adapté. J'ai vu aussi un psychologue qui était spécialisé sur la mémoire cellulaire. J'ai vu faire plusieurs séances, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de cibler voilà, 2, 3 points, peut-être de blocage, pas forcément liés à ma maladie auto-immune, mais ça m'a permis aussi de régler des choses, pas rajouter une couche, on va dire, de comprendre aussi des choses et comment je fonctionnais, et de débloquer, je dirais, voilà, des choses. Et ça peut aussi avoir un effet positif et bénéfique sur la gestion de cette maladie auto-immune. J'ai vu aussi j'ai vu plusieurs psychologues en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, qui permet effectivement de prendre conscience de schémas qu'on se répète sans arrêt et qui permet effectivement, c'est très pragmatique, on est vraiment dans la pratique. Et voilà, vous notez sur un petit carnet et puis vous fonctionnez comme ça et vous essayez de rompre ces schémas et ça vous permet de prendre un petit peu de recul sur votre manière de fonctionner. Ça, c'est pas mal. Pour moi, ça a pas mal fonctionné. J'ai vu surtout récemment là une super psychologue et qui est coach, qui a la double casquette et on a fait vraiment un travail aussi psychologique et de coaching et sur soi et sur surtout l'acceptation de ma maladie et c'était pas ça à la base, voilà, c'était plutôt quelque chose pour être un peu plus assertif, mais on a fait plutôt quelque chose sur ma maladie. Donc c'est un peu grâce à elle où j'en suis là aujourd'hui, c'est pour laquelle je fais une vidéo. Bonjour Chloé, petit salut. Voilà, j'avais aussi, elle m'a un peu encouragé à partager un peu enfin, de manière empirique tout ce que j'ai vécu en tant que malade chronique. Tout ça m'a fait du bien. Tous ces éléments m'ont apporté. Je me suis rien interdit. J'ai toujours fait ça en corrélation et en collaboration plutôt avec ma médecin traitant et un peu mon hépatologue pour voir s'il n'y avait pas trop de danger ou si ça allait pas être contre-indiqué avec quelque chose que l'on avait mis en place, un traitement, etc. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que tout ça a apporté ses fruits. Il y a des choses qui ont raté, qui n'ont pas forcément. Je n'ai pas on va dire que je suis pas allé plus loin, mais il y a surtout des choses aujourd'hui qui sont intégrées dans mon quotidien. Et pour résumer, en gros, voilà, il faut y aller par palier, il faut s'installer des routines, essayer de voir ce qui marche, ne pas avoir peur, essayer de tester des choses. Par exemple, je sais pas, vous allez voir un magnétiseur, voilà, si vous tombez pas sur le bon praticien, c'est pas autant pour autant qu'il faut fermer la porte, voilà, du magnétisme par exemple. Peut-être que vous allez tomber sur un meilleur praticien et voilà. Et ne pas essayer d'être catégorique sur des choses. Moi, j'en ai vu 3, des magnétiseurs. Il y en a un qui a été génial. Et les 2 premiers, c'était un peu plus compliqué. Mais je me suis pas fermé. J'ai essayé de voir plusieurs praticiens et d'avancer comme ça.
Je pense qu'il faut essayer de se faire un peu suivre, c'est important. C'est pas un truc facile à digérer. Il y a une phase un peu de choc, après il y a un peu d'atterrement, après une phase un peu, je dirais, de déni. Non, je suis pas malade, tout va bien. Après il y a une phase de résilience, après voilà, ben, moi ça s'est passé un peu comme ça. Je sais pas comment vous, ça va se passer ou ça s'est passé pour vous, mais dites-le moi en commentaire. Mais il y a un côté où ça va revenir, c'est un peu cyclique. Ça revient, ça repart. Enfin, il y a des choses. Et surtout en ce moment avec le confinement, que je respecte moi assez à l'aise, je sors peu. Voilà, on se regarde un peu le nombril et ça nous restigmatise par rapport au fait qu'on est une population à risque, que par rapport à la Covid, il faut faire attention, etc. Donc, on vit pas des choses faciles non plus, c'est pas un truc simple. Donc, vous prenez un traitement aussi, vous êtes considéré comme malade, etc. Voilà. Je voulais vraiment mettre sur cette vidéo sur le côté un peu empirique de ce que j'ai vécu moi. On est vraiment sur quelque chose d'informel, un peu spontané, comme vous l'avez vu. J'ai pas préparé grand chose, donc voilà, je j'ai pas un matériel non plus de foufou pour me filmer. Je voulais juste voilà, dire que je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce que j'ai pu vivre, etc. Pas de problème, je suis là pour vous répondre. Si vous êtes perdu aussi, après je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, etc. Mais ça peut, voilà. Moi, ce qui m'a manqué aussi au début de ma maladie, c'est d'être entouré par une communauté et de me dire, ah ouais, j'aurais bien aimé quelqu'un soit dans la même situation que moi et me dise, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, ça fait 6 ans et demi, je commence à avoir un petit peu de recul sur ma maladie et tout ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut surtout voir les hauts. Le but de cette vidéo, c'est aussi de partager tout ça et de vous soutenir un peu aussi. Bienveillance et indulgence, prenez soin de vous et ciao!